Merci à toutes et à tous. Moi aussi, je vais commencer par Georges Abdallah, que j'ai rencontré 9 fois à Lannemezan. Il m'a téléphoné tout à l'heure. Je lui ai dit, Georges, peut-être qu'on ne se reverra plus, mais c'est un tel bonheur. Mais bon, j'ai espoir de le voir au Liban. J'espère qu'il saura prendre les précautions nécessaires pour survivre, parce que c'est pas gagné. Je vais brièvement me présenter. Je suis prof de maths à la retraite. Je viens d'une famille juive qui a immigré en France, venue de Bessarabie, un pays qui n'existe plus, qui est maintenant partagé entre la Moldavie, où est née ma mère, et l'Ukraine, où est né mon père. Mes parents ont été communistes, résistants dans la MOI, qui était la main-d'œuvre immigrée, le bras armé des étrangers du Parti communiste. Ma mère, qui a été agent de liaison de la MOI, a été la seule survivante de sa famille restée en Europe orientale et exterminée. Et mon père a été le seul survivant des 67 membres du groupe Manouchian qui ont été arrêtés par la police française, torturés par la police française, puis livrés à la Gestapo. Mais les nazis ne savaient pas que Istanbul était un nom juif. Il a été déporté à Buchenwald et il est revenu. L'UJFP existe depuis 1994, au début sur la position pas de crime en notre nom, mais très rapidement les mots qu'il faut mettre sur cette guerre, j'emploie le mot guerre, pas conflit, c'est la guerre d'un État surarmé contre un peuple désarmé, et ces mots c'est occupation, colonisation, crime de guerre, crime contre l'humanité, suprémacisme et aujourd'hui génocide. Et l'UJFP est devenue il y a 15 ans une association antisioniste. Nous sommes antisionistes parce que juifs, parce que si le sionisme est incontestablement un crime contre le peuple palestinien, c'est une injure à notre histoire, à notre mémoire, à notre identité. C'est en plus une idéologie complètement suicidaire pour les juifs. Personne ne peut penser que cette aventure criminelle durera indéfiniment. Personnellement, j'ai été plusieurs fois en Palestine, en Cisjordanie, chez les Palestiniens de 48, et 2 fois à Gaza, en 2013 et en 2016. Je devais donc intervenir avec Sarah, qui est rentrée à Paris suite au décès de son frère. Elle a vécu 2 ans à Gaza, mais je l'ai connue à Gaza, et nous avons fait un voyage en 2016 à Gaza, où nous avons rencontré 80 correspondants, dont tous les dirigeants politiques de tous les partis de Gaza. Donc toute une partie de mon intervention à la fin sera sur Gaza. Et il y a 2 livres en fait que j'ai amenés, du projet sioniste au génocide, que j'ai écrit entre mars et octobre 2024 parce que c'était totalement insupportable tout ce qu'on entendait dans nos médias. Et puis Gaza, mort, vie, espoir, qui est écrit à 6 voix, 3 membres de l'UJFP, dont Sarah et moi, et notre représentant à Gaza, Abou Amir, de son vrai nom Moudassan Elewa, chez qui on a été à Gaza, qui est venu en France aussi quand c'était possible, et qui est rentré depuis le Caire, où il était venu à notre rencontre à Gaza au moment de la seule trêve qu'il y a eu au début du génocide, en début décembre 2023. J'ai écrit ce livre aussi du projet sioniste au génocide parce que ce qui se passe aujourd'hui serait impossible sans la complicité active de tous les dirigeants du monde occidental et des médias dominants. Et donc c'est un petit peu, même au niveau des militants, pour essayer de donner une cohérence à ce qui se passe, que je m'adresse à vous. Alors, quand on veut parler de l'histoire de cette guerre, il faut remonter à l'Antiquité. Les sionistes disent, c'est Yitzhak Shamir qui avait dit ça au début de la conférence de Madrid en 1991, les Juifs vivent ici depuis 4500 ans, c'est leur pays, ils ne l'ont jamais quitté, ils ne le quitteront jamais. C'est une affabulation historique absolument totale qui n'a aucun sens, mais qui suit ce que les Européens avaient fait
Les Européens, quand ils sont arrivés en Palestine dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ils étaient persuadés que la Bible était un livre d'histoire. La Bible est un livre religieux, mais ce n'est pas un livre d'histoire. Donc, l'arrivée des Hébreux depuis la Mésopotamie avec Abraham, il n'y a pas de trace historique de ça. L'entrée ou la sortie d'Égypte avec Moïse, il n'y a pas de trace de ça. La conquête sanglante de Canaan par Josué, qui est le livre de chevet des colons. Les colons utilisent ce livre en appelant les Palestiniens Amalek, qui est un peuple que les Hébreux massacrent dans la Bible, et en disant, en gros, que ce sont des impies qui n'ont rien à faire ici. Il n'y a pas de trace de ça, mais pour une raison simple. Les Hébreux sont un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes, donc les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho. Même le royaume de David et Salomon, et moi quand j'étais en 6e, on me faisait faire le plan du temple de Salomon. Vous pouvez oublier, à l'époque présumée de Salomon, Jérusalem est un petit village de 300 habitants, de l'âge de fer. Donc le grand temple, la reine de Saba, c'est dans le livre, mais c'est pas dans l'histoire. Et alors en fait, qu'est-ce qu'était la Palestine pendant toute cette période? Et là, il y a relativement un consensus chez les historiens maintenant. C'était une terre de mélange, de tout temps. C'était un point de passage entre l'Égypte et la Mésopotamie, et à quelques kilomètres d'écart, on ne parlait pas la même langue et on n'avait pas les mêmes dieux. Donc les Hébreux étaient un peuple parmi d'autres dans cette région-là, mais toute l'histoire du royaume unifié, elle n'existe pas. Toute la prétention des sionistes de ressusciter le royaume unifié de David et Salomon, c'est une construction historique. Je saute 1000 ans, en 70 après Jésus-Christ, là cette histoire, les troupes romaines, dirigées par le futur empereur Titus, prennent Jérusalem, battent la révolte juive, détruisent le temple, et on dit que des centaines de milliers de juifs se seraient répandus partout dans le monde connu, donc autour de la Méditerranée et plus loin, et que nous les juifs, nous serions les descendants de ces gens-là. Vous voyez que malgré mes cheveux blancs, j'ai pas franchement le plus proche oriental. Eh ben non, les juifs sont des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. Pour les juifs du Maghreb, c'était les Berbères. Pour les juifs ashkénazes dont je suis, il y a encore des tas de débats sur leurs origines, et probablement un mélange de juifs de la vallée du Rhin, donc du monde germanique, et de juifs de l'empire khazar, qui était un empire converti au judaïsme entre mer Caspienne et mer Noire à la fin du premier millénaire. Mais l'histoire a été une, nous ne sommes pas les descendants des Judéens de l'Antiquité. Et quand les Israéliens, quand cette thèse est sortie, ont voulu dire, mais non, ils ont fait des études ADN, et la seule étude que je donne dans mon bouquin, publiée dans un journal scientifique sérieux, conclut que l'ADN moyen des Ashkénazes est caucasien. Donc voilà, ça confirme bien ce que je vous dis. Et qui sont les descendants des Judéens de l'Antiquité? Enfin, ceux qui n'ont jamais bougé, les Palestiniens. Les Palestiniens qui ont été tour à tour majoritairement juifs, puis majoritairement chrétiens après la destruction du temple, puis majoritairement musulmans après la conquête arabe du 7e siècle. Et pendant plus d'un millénaire, en Palestine, il y aura en gros 80% de musulmans de rite sunnite, 15% de chrétiens de différentes églises. D'ailleurs, l'église de Gaza a été bombardée tout à l'heure, il y a des morts, et 4 à 5% de juifs. Et ces trois religions monothéistes vivaient en bonne entente parce que s'il n'y avait pas de conscience nationale palestinienne, il y avait la conscience que cette terre était la terre des trois religions monothéistes, et donc ils s'entendaient pour gérer tout ça. Le grand-père de Leila Shahid était le dernier maire de Jérusalem de l'Empire ottoman, et Leila, dans un livre, décrit bien la bonne entente qu'il y avait entre les trois religions pour régler toutes ces questions-là. Autre question que j'aborde, je suis athée. Je suis né athée, même d'une famille assez de la tradition juive anti-religieuse, mais je suis l'arrière-arrière petit-fils du grand rabbin d'Odessa. J'ai quand même quelques connaissances sur la religion juive, et donc il y a une question naturelle qu'on peut se poser avec le génocide à Gaza, c'est est-ce que la religion est à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui? Et la réponse est non. Historiquement, la religion juive est une religion messianique. C'est-à-dire que les Juifs ont été punis par Dieu pour s'être mal conduits, et tant que le Messie n'est pas arrivé,
il n'y a pas de pardon. Et donc les Juifs doivent accepter de payer pour la faute qu'ils ont commise. Il était interdit donc, tant que le Messie n'était pas arrivé, de retourner sur cette terre. On en a une preuve, quand les Juifs sont chassés d'Espagne au XVe siècle, ils iront en partie au Maghreb, et ils iront en bonne partie dans l'Empire ottoman. Ils iront à Salonique, ils iront à Smyrne, ils iront à Andrinople, à Sarajevo, même à Safed en Galilée. Ils n'iront pas à Jérusalem. C'est interdit dans la religion, le Messie n'est pas arrivé. Dans la religion juive, l'hébreu, c'était à la synagogue. Il y avait des langues juives, le judéo-arabe, le judéo-espagnol ou ladino, le yiddish, qui était la langue maternelle de ma mère, mais ce n'était pas l'hébreu. Dans la religion juive, l'an prochain à Jérusalem, ça veut dire nos pensées vont vers Jérusalem, comme les pensées des musulmans vont vers la Mecque. Ça ne veut pas dire je vais à Jérusalem, j'y fais un État et au-delà de là que je m'y mette. Le peuple élu, c'était celui qui avait le plus de devoirs, pas celui qui avait le plus de droits. Et donc on peut se poser la question, comment cette religion-là a pu engendrer le fascisme actuel, parce qu'on ne trouve pas dans notre beau, quand on a le grand rabbin Corsia qui dit qu'Israël doit finir le travail à Gaza, quand on a tous les dignitaires religieux israéliens qui appellent ouvertement au meurtre, y compris au meurtre des femmes et des enfants, qui traitent les Palestiniens d'amalécites, comment on en est arrivé là ? Il y a un courant qui est devenu majoritaire, qui s'appelle le sionisme religieux, mais qui était au début microscopique. Quand le Théodore Herzl fonde l'idéologie sioniste à la fin du XIXe siècle, il veut faire le congrès fondateur en Allemagne, à Munich, et il ne le fera pas à Munich, il le fera à Bâle, parce qu'il y a une pétition quasiment unanime de tous les rabbins allemands contre ce qu'ils appellent la folie sioniste. Et donc pendant très longtemps, les sionistes, parce que le Messie n'est pas arrivé, et les religieux, je veux dire, seront hostiles au sionisme. Il y a un petit courant qui va se créer pendant le mandat britannique sur la Palestine, donc entre 1920 et 1940. Le grand rabbin de la Palestine, Avraham Kook, qui était un juif lituanien, va être le premier à faire la synthèse entre sionisme et religion, et à dire que quelque part, l'arrivée sur cette terre, c'est quelque chose qui peut favoriser l'arrivée du Messie. Mais c'est véritablement en 1967, quand des généraux tout à fait athées, comme Moshe Dayan, Yitzhak Rabin ou Yigal Allon, vont conquérir la Cisjordanie, c'est à ce moment-là que le sionisme religieux, qui était un groupuscule, va devenir écrasamment majoritaire, et c'est lui qui va être en pointe de la colonisation de la Cisjordanie. Ce sionisme religieux a envahi la majorité des communautés juives du monde, avec une grande exception, celle des États-Unis, où il reste très minoritaire. Autre question qu'on va examiner, quand on tient les propos que je tiens, si on est juif, on est traité de juif honteux ayant la haine de soi, et si on est goy, non juif, on est traité d'antisémite. On va parler donc de l'antisémitisme, parce qu'on raconte évidemment n'importe quoi là-dessus. Au début, il faut comprendre que le judaïsme était une religion prosélyte sous l'Empire romain, qu'à l'époque de l'Empire romain, la fin de l'Empire romain, peut-être 10 à 15% de la population de l'Empire était juive. Mais ce n'étaient pas des Judéens. C'était des Égyptiens, des Grecs, des Gaulois, des Italiens, des Berbères de religion juive. Alexandrie était une ville à moitié juive. Le grand philosophe Philon d'Alexandrie était juif. On est en 45 après Jésus-Christ. Et donc cette religion qui était prosélyte va brusquement se trouver face à face à une de ses dissidences, le christianisme, qui prend le pouvoir dans l'Empire à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Les chrétiens vont donc promouvoir l'anti-judaïsme chrétien. Ça va être toute une série de propos. Les Juifs veulent dominer le monde. C'est un peuple déicide. L'accusation ne sera enlevée qu'en 1965. Ils commettent des crimes rituels. Les chrétiens vont enfermer les Juifs dans des quartiers qui seront les Juderias en Espagne, les ghettos du nom d'un quartier de Venise en Europe. Un certain nombre de métiers vont être interdits aux chrétiens. L'usure, la banque, on va les donner aux Juifs, ce qui va donner un peu plus d'impopularité. Et donc, dès le premier millénaire, commencent les expulsions. Les Visigoths, et la France mérovingienne vont commencer à expulser les Juifs. Et à partir de la première croisade, donc on est aux alentours de 1100, commencent les massacres. La première croisade, avant d'aller massacrer les infidèles musulmans au Proche-Orient, va se faire à la main sur les infidèles juifs de la vallée du Rhin.
et la France. Il y a des grands massacres à Blois. À Strasbourg, on va brûler 2000 juifs en 1348 accusés de propager la peste noire, le choléra. Et puis, les deux grands épisodes de l'antijudaïsme chrétien, c'est l'Espagne, où sans doute aussi 10 à 15% de la population était juive. Ils vont être sommés de se convertir, ou brûlés s'ils ne le font pas, ou expulsés. Environ 250 000 juifs sont expulsés d'Espagne en 1492. Et parmi ceux qui restent, les Maranes, donc les chrétiens d'origine juive, seront persécutés à leur tour. Les Espagnols inventeront, plusieurs siècles avant Hitler, la limpieza de sangre, la pureté du sang, c'est-à-dire une définition raciale du judaïsme. Et l'autre épisode tragique qui frappe une autre partie du judaïsme, c'est l'Ukraine. Au XVIIe siècle, les Cosaques de Khmelnytsky massacrent 150 000 juifs, violent quasiment toutes les femmes. Tous les nombres de blonds qu'il y a chez les Ashkénazes, ça vient de là. Et ça laissera un très grand traumatisme dans les communautés juives d'Europe de l'Est. Donc ça, c'est l'anti-judaïsme chrétien. Va lui succéder ou s'ajouter à lui, à partir du XIXe siècle, l'antisémitisme racial. Alors ça vient du fait qu'il y a un début d'émancipation des juifs, ils sortent du ghetto, donc ils deviennent une minorité invisible avec tous les fantasmes qu'il y a là-dessus. Il y a en Europe de l'Est, les trois grands empires austro-hongrois, ottomans et russes sont en train de s'écrouler. Contre eux vont naître toute une série de nationalismes qui vont prôner l'État ethniquement pur. Donc ces nationalismes, c'est nationalisme polonais, hongrois, roumain, serbe, croate, lituanien, etc. Et tous ces nationalismes-là, parce qu'ils prônent l'État ethniquement pur, seront antisémites parce que les Juifs forment 5 à 10% de la population de toutes ces régions d'Europe orientale. Le tsar va engager dès 1881 une politique ouverte antisémite, une politique de pogrom. Mes deux grands-mères, paternelle et maternelle, sont des survivantes du pogrom de Kishinev, qui est un des plus emblématiques, en 1903. Et cette politique va engendrer un exode de plusieurs centaines de milliers, même millions de juifs vers les États-Unis et vers l'Europe occidentale. Et puis, dans cet antisémitisme racial, il y a le rôle détestable d'un grand nombre d'intellectuels. C'est une époque où l'Europe domine le monde, où le colonialisme est en train de se développer à toute allure. Et donc ces intellectuels vont inventer, des historiens, des journalistes, des anthropologues, des médecins, vont inventer la notion de race supérieure et de race inférieure. Les races inférieures dans le monde dominé, ce seront les Indiens, les Noirs, les Arabes, et dans le monde dominant, ce seront les Juifs et les Tziganes. Donc voilà, on a cet antisémitisme qui est devenu totalement hégémonique en Europe à la fin du XIXe siècle. Quel est l'état du monde juif à l'époque? À l'ouest, les juifs de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne, ils sont assimilationnistes. Ils ont conquis quelques droits, mais ils sont encore très discriminés, ils sont des parias, et ils veulent l'égalité totale. Le capitaine Dreyfus est un bon exemple de ces juifs d'Europe occidentale. Les religieux, ils sont toujours dans leur yeshivot, les écoles religieuses. Le Messie n'est pas arrivé, donc ils sont étrangers à tout ce qui se passe autour d'eux. Et puis, surtout en Europe de l'Est, va naître un très grand nombre de Juifs vont abandonner la religion parce qu'ils n'acceptent pas, comme les religieux, les pogromistes. Ils vont adhérer à toute une série de mouvements progressistes. On trouvera des juifs chez les bolcheviks, les mencheviks, les anarchistes, les socialistes révolutionnaires. Il y aura même un parti révolutionnaire juif athée, le Bund, qui prendra l'autonomie culturelle sur place. Il sera très fortement antisioniste, c'est-à-dire la totalité des droits politiques et économiques sans territoire. C'est à mon avis, une conception qui aujourd'hui, dans une France de plus en plus raciste, serait tout à fait à réinventer et à recultiver cette conception-là. Et donc, nous, on est quelque part à l'UJFP les héritiers de ce qui se passe à cette époque. On est un peu les héritiers d'une période où la majorité des Juifs considéraient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Et donc, face à tout ce fourmillement d'identité juive, va naître le sionisme dans la bourgeoisie juive austro-hongroise, dont Theodor Herzl était tout à fait le prototype.
Comment je peux définir le sionisme? C'est avant tout une théorie de la séparation. C'est-à-dire que c'est une théorie qui, face à l'antisémitisme, dit l'antisémitisme est inéluctable, il n'y a aucun moyen de lutter contre, donc la seule solution, c'est de créer un État juif. Imaginez les Roms, il n'y a pas vraiment plus discriminés qu'aujourd'hui en Europe, imaginez qu'ils fassent un congrès Rome en disant le racisme anti-Rome est indépassable, on va créer un État Rome, alors qu'ils le fassent en Roumanie où ils étaient en esclavage ou en Inde où ils sont partis il y a 1000 ans, on comprend bien que c'est la guerre. Donc on comprend bien que cette idée que face au racisme et aux discriminations, la solution c'est l'entre-soi et c'est l'État ethniquement pur, c'est une solution de mort. Vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza si vous n'avez pas cette idée au départ, que c'est la séparation des Juifs et du reste du monde et l'accaparement d'un territoire qui n'était pas le leur, qui est à la base de ce qui est en train de se passer à Gaza. Le sionisme va être un colonialisme, et le colonialisme est une idéologie totalement dominante à cette époque-là, même chez les socialistes. Il y aura eu Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, mais enfin les socialistes, la majorité, considèrent que le colonialisme, c'est des peuples développés qui amènent la civilisation à des sous-développés. Et donc le colonialisme est tout à fait dominant à l'époque, mais le sionisme est un colonialisme particulier. Il ne fait pas ce que la France a fait, par exemple, dans ses colonies, faire suer pour nous, c'est-à-dire exploiter la population autochtone, quand même 17 000 morts dans la construction du chemin de fer entre Pointe-Noire et Brazzaville. Mais le sionisme, c'est un colonialisme de remplacement. C'est-à-dire que dès le début, les institutions qu'il va créer sont des institutions pour juifs seulement. Son projet, c'est un projet de société séparée. Et sa finalité, c'est de réaliser avec le peuple autochtone dont il ne reconnaît pas l'existence et la dignité, c'est de réaliser avec lui ce que les États-Unis ont réalisé avec leurs Amérindiens ou ce que les Australiens ont réalisé avec les aborigènes. Le projet original, c'est ça. Et là encore, vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza si vous n'avez pas dans l'idée que dès 1900, le projet, c'est celui-là. Le sionisme se prétend un nationalisme, il y en a même des délirants qui disent que c'est un mouvement de libération nationale, mais c'est un drôle de nationalisme, parce que c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre. Peuple juif, c'est une notion religieuse, mais dire qu'un juif irakien ou yéménite et un juif lituanien, c'est le même peuple, c'est une construction historique. Si on entend par peuple une unité d'origine, de langue, de coutume et de mode de vie, c'est évidemment des peuples différents. Donc moi je dirais peuple juif au pluriel, ayant une communauté de destin liée à la religion, mais peuple juif au singulier, c'est une construction historique. La langue, il y avait des langues juives, mais ce n'était pas l'hébreu qui était réservé à la synagogue. Ils ont réinventé une langue avec l'idée de créer un homme nouveau, un peu comme les hitlériens et les staliniens qui ont voulu aussi créer un homme nouveau. Et puis la terre, pour les juifs laïcs, on luttait pour l'égalité des droits sur place, et pour les juifs religieux, il était interdit de retourner sur cette terre avant l'arrivée du Messie. Donc ils ont inventé les trois choses. Autre idée fausse qu'il faut enlever, l'idée que le sionisme a lutté contre l'antisémitisme. Non. Herzl était l'ami de tous les antisémites de son époque. Édouard Drumont, qui était le chef des anti-Dreyfusards, la libre parole, la France juive, avait lu le livre d'Herzl, L'État des Juifs, dit Judenstaat, et il écrit dans son torchon ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien. Pour les antisémites, quelqu'un qui proposait que les Juifs s'en aillent, c'était pain béni. Herzl accompagne Guillaume II, l'empereur allemand, dans un voyage à Jérusalem en 1897. Et Guillaume II griffonnera à son ministre de l'Intérieur, ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. En 1903, c'est peu avant leur mort à tous les deux, Herzl rencontre Vyacheslav Plehve, l'organisateur des pogroms, le ministre de l'Intérieur du Tsar, et les deux hommes tombent d'accord sur l'idée que les Juifs doivent quitter la Russie, et Plehve intercédera auprès du sultan ottoman pour aider l'installation des sionistes en Palestine. Et puis les plus grands amis des antisémites, des sionistes, ils existent toujours, ils font un carton, et ils sont à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les chrétiens évangélistes, les chrétiens sionistes. Ce courant religieux est né en Angleterre au XVIIe siècle. Leur idéologie, c'est en gros, les Juifs doivent retourner en Terre Sainte pour favoriser le retour du Christ, et ils doivent se convertir à la vraie foi, sinon ils seront exterminés. Ces chrétiens sionistes sont des antisémites pathologiques,
Pour vous donner une idée, quand Trump déménage l'ambassade états-unienne de Tel Aviv à Jérusalem, il fait venir pour l'inauguration deux de leurs leaders, John Hagee, prédicateur texan qui dit que Hitler était guidé par la main de Dieu, et Robert Jeffress, un autre prédicateur qui explique qu'aucun juif ne peut arriver au paradis, qu'ils iront tous en enfer. Ce sont ça les grands amis des sionistes. Et vous devez savoir aujourd'hui que l'essentiel de la colonisation de la Cisjordanie, 900 000 colons, a été financé par des antisémites qui sont les chrétiens sionistes. Les très grandes colonies, Ma'ale Adumim, Gush Etzion, Ariel, ils ont été financés essentiellement par les chrétiens évangélistes. Pourquoi je parle d'eux dans l'histoire du sionisme? Parce qu'Arthur Balfour était chrétien sioniste. La déclaration Balfour. Balfour, il est Premier ministre de Grande-Bretagne en 1905. Il promulgue des lois contre ces juifs polonais qui viennent semer la révolution à Londres. Et 12 ans après, il adresse une belle lettre à la Fédération sioniste britannique en lui disant « On va vous donner un pays qu'on n'a pas encore conquis, la Palestine ». Il n'y a pas de contradiction entre le Balfour antisémite et le Balfour sioniste. Si je reprends l'analyse d'Hannah Arendt, pour les antisémites, les juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, et s'ils partaient là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie. Et vous devez comprendre, parce que dans vos têtes, évidemment, s'entrechoque le juif martyrisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, exterminé à Auschwitz, et le juif génocidaire à Gaza. Le passage, c'est le passage de paria à colon. Et l'antisémitisme, il a frappé les juifs parias, il n'a pas frappé les juifs colons. Les juifs colons, c'était dans le but des antisémites qui s'en aillent. Même si après, il y a tous les dérapages sur racial et racialistes commis par les nazis, mais l'idée fondamentale des antisémites, elle coïncidait avec celle des sionistes, c'était que les juifs quittent l'Europe. Autre idée que je vais essayer d'enlever, on pense souvent que, oui, pour conquérir la Palestine, il était difficile de faire une colonisation individuelle. Parce que même au moment de la déclaration Balfour, il n'y a même pas 10% de juifs en Palestine et 90% de Palestiniens, c'était difficile de conquérir ce pays. Donc pour le conquérir, il fallait une colonisation collective, et c'est là qu'intervient la social-démocratie. Ce courant-là va devenir majoritaire dans le sionisme dès 1920. Leur dirigeant emblématique sera David Ben Gurion, de son vrai nom David Grun. Et quels vont être les instruments de cette colonisation? Ça va être avant tout le syndicat. Alors déjà, il existait des institutions sionistes qui étaient des institutions séparées. En 1898 avait été fondée la Banque coloniale juive, le nom ne s'invente pas, qui achetait les terres aux féodaux absents pour expulser les paysans présents. En 1901 est créé le KKL, Keren Kayemet Israël, le Fonds national juif, qui judaïse la terre, qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens. Mais en 1920, c'est là que les sociodémocrates vont être à l'œuvre et créer la Histadrut, le syndicat général des travailleurs juifs, dont l'article numéro 1 des statuts, c'est la défense du travail juif, qui sera interdit aux non-juifs, dont la première action en 1921 sera une grève, boycotter les magasins arabes achetés juifs. Et c'est la Histadrut qui va fonder toutes les institutions du futur État d'Israël. La compagnie Mekorot des eaux, celle qui aujourd'hui vole l'eau en Palestine, la compagnie Solal Bonnet des travaux publics, celle qui a construit les colonies, la compagnie Tzim de navigation, celle qui exporte les produits des colonies, la compagnie Eget des bus, et surtout l'agence juive, celle qui installe les nouveaux colons, et Ben Gurion passera de la direction de la Histadrut à la direction de l'agence juive, et ils fondent les kibbutz et la Haggadah. Donc les kibbutz, je partage un peu la vie de Shlomo Sand. Quand j'étais jeune et bête, j'ai travaillé en kibbutz. Mais voilà, c'était pas des instruments de socialisme, c'était des instruments de conquête. Ils étaient interdits aux non-juifs. Et aujourd'hui, que sont devenus les kibbutz avec la fascisation du pays? Ils sont cotés en bourse. Ils ont privatisé les cantines collectives. Et ils ont troqué l'agriculture pour des activités beaucoup plus lucratives qui sont les munitions et les gilets pare-balles. La morale quand même, ça veut dire qu'un socialisme ethnique, ça n'existe pas. Le socialisme, c'est pour tout le monde, mais si c'est pour une minorité racisée, ça ne peut pas marcher.
C'est aussi la Histadrout qui a fondé la Haganah, l'ancêtre de Tsahal, l'armée qui génocide à Gaza, avec la protection des Britanniques. Et la Haganah participera activement en 1936 à la répression de la grande révolte palestinienne. En 1939, elle a 21 000 hommes en armes. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que, bien sûr, l'État d'Israël a été créé en 1948. Bien sûr, il a bénéficié du fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale et le génocide nazi, il y a eu un consensus, à l'Est comme à l'Ouest, pour faire payer l'antisémitisme européen aux Palestiniens qui n'avaient pas le début d'une responsabilité dans cette affaire-là. Mais les institutions juives qui ont expulsé le peuple palestinien existaient 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant Auschwitz. Vous devez avoir ça dans la tête. Le crime qui est commis en 1948, qui est un nettoyage ethnique prémédité, il était prémédité depuis 40 à 50 ans. Il est bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais parler un petit peu d'un thème, existe-t-il une gauche sioniste? On pourrait dire, existe-t-il une gauche de l'apartheid? La réponse est plus rapide. Mais le courant qui s'appelle officiellement gauche sioniste, donc qui est le courant social-démocrate, il n'y a pas un crime contre les Palestiniens dans lequel il n'a pas joué un rôle majeur. Alors déjà avant, en 1933, il signe un accord avec le gouvernement nazi qui vient d'arriver en Allemagne, les accords de Havara, les accords de transfert, qui vont permettre l'immigration de 60 000 juifs allemands fortunés, les autres pouvaient crever, en échange de tout un processus qui va surtout briser le boycott de l'Allemagne nazie qui avait été déclaré par les organisations juives des États-Unis. En 1942, en plein génocide nazi, la conférence de Bittmore, la déclaration finale, c'est pas on va mettre tous nos moyens pour vaincre Hitler. La résolution finale, c'est nous allons construire un État juif sur l'ensemble de la Palestine. Il n'y a plus de débat historique sur la Nakba, la catastrophe de 1948. C'était un nettoyage ethnique prémédité. Les généraux qui ont réalisé ça étaient des généraux parfaitement athées, Moshe Dayan, Yigal Allon, Yitzhak Rabin. Sous les ordres de Ben Gurion, ils ont vidé la Palestine de façon préméditée. Les Palestiniens auront 28 000 morts, ils auront 800 000 exilés. Les Israéliens détruiront plus de 500 villages palestiniens. Les 170 000 Palestiniens qui vont échapper à l'exode sont des miraculés. Il y avait un plan, le plan d'Alet. Dalet, c'est la lettre D en hébreu, qui visait à les expulser tous. Et les travaillistes vont commettre, ils ne s'appelaient pas travaillistes à l'époque, hein, le courant social-démocrate va commettre de nombreux crimes de guerre. Si vous avez vu le film Tantoura, il raconte l'histoire du village palestinien de Tantoura à 20 km au sud de Haïfa, où toute la population était massacrée, et où, 50 ans après, un historien qui tentait de faire la lumière là-dessus a été déchu de sa thèse et a fait un AVC, parce que Israël est né d'un déni. Dès la fin de la guerre de 1948, Ben Gurion déclare « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Il a des déclarations savoureuses, Ben Gurion. Hein. Il avait aussi dit « Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif ». Et il avait aussi déclaré sur le fait que les Palestiniens deviennent des réfugiés « Les vieux mourront, les jeunes oublieront ». Donc vous devez comprendre que l'État d'Israël est né dans le déni et dans l'idée du crime parfait. On les a virés, c'est à nous, ça a toujours été à nous. Et d'ailleurs, leur présence là était une parenthèse néfaste, mais c'est à nous, rien qu'à nous. Ce courant social-démocrate, c'est lui qui attaquera l'Égypte de Nasser en 1956, parce que Nasser a nationalisé le canal de Suez. Et la guerre de 67 était une conquête préméditée. On avait reproché à Ben Gurion de ne pas avoir terminé le travail. Donc en 67, l'armée israélienne attaque les pays voisins. Elle occupe Jérusalem, la Cisjordanie, Gaza, le Golan, le Sinaï, et elle n'aura jamais l'intention de se retirer, puisque dès le début, quand l'ONU vote la résolution de 142 demandant à Israël de se retirer, le ministre des Affaires étrangères, Abba Eban, à l'ONU déclare « Vous voulez nous faire retourner dans les frontières d'Auschwitz ?» Vous voyez dans quel monde ils étaient. Et ce sont les travaillistes qui vont commencer la colonisation. C'est Yigal Allon qui va faire les grands plans. Alors évidemment, la colonisation en 67, c'est pas grand-chose par rapport aux 900 000 colons actuels, mais c'est en tout cas les travaillistes qui l'ont démarré. Alors je parlerai après de ce que sont devenus les travaillistes après leur perte de pouvoir. Si je fais une comparaison avec la France, donc les travaillistes perdent le pouvoir en 77,
Ils ne le récupéreront qu'un tout petit peu au moment d'Oslo et un peu après. Et puis aujourd'hui, ils sont véritablement une force d'appoint qui ne sert plus à rien. Ben, je comparerai un peu avec une certaine gauche française, hein, qui a nassé les manifestations, détruit le droit du travail, fait toutes les mesures contre les immigrés, et puis bon, au bout d'un moment, ils ne servent plus à rien, et les fascistes arrivent et ramassent la mise, et c'est un peu ce qui s'est passé en Israël. Alors, d'où elle vient cette droite israélienne? C'est une droite fasciste au départ. C'est ça qu'on ne veut pas vous dire. Ce courant naît en 1920 d'une scission du mouvement sioniste. Il y a un courant qui est fondé par Vladimir Jabotinsky, un juif d'Odessa, qui lui-même va s'appeler courant révisionniste. Et puis dès le départ, ce sont des admirateurs du fascisme italien. Mussolini parlait avec tendresse de notre fasciste juif Jabotinsky. La milice que Jabotinsky avait fondée, le Betar, s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. La radio des révisionnistes était à Civitavecchia. Et leur idéologie, dès le départ, était une idéologie de violence. En dehors du Betar, les révisionnistes vont fonder une milice beaucoup plus dure qui s'appelle l'Irgun, dont le premier dirigeant emblématique sera Menachem Begin, le futur Premier ministre d'Israël, qui va commettre de nombreux crimes contre la population civile palestinienne dans les années 1936-1939, la grande révolte palestinienne. Le secrétaire particulier de Jabotinsky, c'était Benzion Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Alors le fils n'est pas responsable du père, mais enfin ça dit quand même dans quelle ambiance il a été éduqué. L'Angleterre, après la grande révolte palestinienne de 1936, où il y a 12 000 morts côté palestinien, va arrêter l'immigration juive parce qu'on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, à la peur que le monde arabe lui échappe. Et à ce moment-là, les révisionnistes déclarent la guerre à la Grande-Bretagne, ils vont commettre de nombreux attentats. L'Irgun va arrêter ces attentats au moment où Hitler envahit la France, mais il y a une scission dans l'Irgun, va naître un mouvement qui s'appelle le Lehi ou le groupe Stern, qui était dirigé par Stern, qui était un poète tout fou, qui va continuer à tuer des soldats britanniques. Stern est tué par les Anglais en 1942, celui qui lui succède, c'est Yitzhak Shamir, le futur Premier ministre israélien, qui va, pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, assassiner des soldats britanniques. Ils assassineront Lord Moyne, le haut représentant britannique au Caire en 1944. Après la guerre, ils assassineront le comte Bernadotte et son adjoint, le colonel Serrault, les envoyés de l'ONU. Donc vous devez savoir quand même que Israël sera dirigé pendant 7 ans par un Premier ministre, Shamir, qui n'était pas seulement un fasciste, c'était un collabo. Parce que pour moi, tuer des soldats britanniques en 1943-1944, j'appelle ça être un collabo. Cette droite sera très minoritaire, elle va commettre de grands crimes pendant la Nakba, le plus célèbre étant Der Yassin. Elle sera très minoritaire au moment de la création de l'État d'Israël, et elle prend le pouvoir 30 ans plus tard, en 1977. Comment une extrême droite prend le pouvoir? Toute ressemblance avec la France étant bien sûr fortuite. Il suffit de devenir majoritaire dans ce qui est essentiel dans ce pays-là. Donc l'extrême droite, elle a conquis les religieux, j'ai expliqué comment, c'est la conquête de 67. Elle a conquis les colons, ça c'est plus naturel, mais sauf que maintenant les colons sont 900 000, et même les colons banlieusards votent à l'extrême droite. Elle a conquis les séfarades et les misrahim, les juifs venus du monde arabe, qui ont été incroyablement victimes de racisme en Israël et discriminés. Mais Israël n'est pas le seul pays où les discriminés votent à l'extrême droite, toute ressemblance avec les États-Unis ou la France, là encore, est fortuite. Elle a conquis les Russes, qui eux étaient plutôt des laïcs, mais à qui on a offert des terres et des maisons dans les colonies. Et elle a conquis l'armée, qui était une armée laïque, d'assassins laïcs, et qui est devenue une armée de psychopathes religieux. Et celui qui fait la bascule, c'est Ariel Sharon, qui est venu de la gauche, du Palmar, qui était le bras armé de la Haganah, pour terminer à l'extrême droite. Donc voilà, cette extrême droite, elle est quasi hégémonique depuis 50 ans. Alors il y a une exception, c'est les accords d'Oslo. Donc je vais vous enlever vos illusions là-dessus. Déjà, quand on parle d'Oslo, il faut parler de Rabin. Qui était Rabin? En 1948, il va commettre de nombreux crimes de guerre. Il dirige la brigade Alexandronie, qui fait des massacres en Galilée, qui va vider la ville palestinienne de Ramleh.
En 1976, il est commandant de l'armée. Quand on fête la journée de la terre en Palestine, c'est une révolte des paysans de Galilée. C'est Rabin qui est à la manœuvre. En 1983, il est à la tête de l'armée qui attaque à Tunis le siège de l'OLP, qui va tuer 80 personnes, dont les principaux dirigeants de l'OLP, pas Arafat qui n'était pas là, mais il tue le numéro 2, le numéro 3. Et Georges Abdallah, dont je vous parlais tout à l'heure, m'a dit, c'est bizarre, ils ont épargné le numéro 4 qui était là, ce jour-là, un certain Mahmoud Abbas. C'est toujours Rabin qui, en 87, quand il y a le début de l'intifada qui part du camp de Gaza, de Jabalia, va dire, brisez-leur les os et les dos, il y aura quand même 1000 morts. Il déclarera à cette époque, je n'ai qu'un seul souhait, c'est que Gaza soit englouti par la mer. Alors comment cet homme devient un pacifiste, avec les guillemets qu'il faut mettre? Il faut comprendre à quelle époque on est. L'URSS s'écroule. Le président des États-Unis de l'époque, George Bush père, veut remodeler le Proche-Orient sous souveraineté américaine. Yitzhak Shamir, qui est le dirigeant d'extrême droite qui est au pouvoir, ne veut pas. Donc George Bush va le sanctionner et le faire tomber, ce qui est très facile pour les États-Unis. Il aura suffi qu'il refuse de cautionner le prêt pour l'immigration des Juifs soviétiques. Et Rabin arrive au pouvoir. Alors à Oslo, moi j'ai eu la chance de rencontrer des négociateurs palestiniens de Madrid et d'Oslo. On a parlé des prisonniers, on n'a rien signé. On a parlé des colonies, on n'a rien signé, de l'arrêt de la colonisation. On a parlé de Jérusalem, on n'a rien signé. On a parlé de la question essentielle palestinienne qui est le retour des réfugiés, on n'a rien signé. On a parlé d'un État palestinien, on n'a rien signé. Et la seule chose qui a été signée, c'est la coopération sécuritaire, c'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. Donc si aujourd'hui l'autorité palestinienne c'est des collabos, c'est pas inscrivé malchance, c'est signé à Oslo. Et depuis, l'Occident a intimé aux Palestiniens de capituler, d'accepter un Bantoustan totalement livré, n'a rien fait contre une colonisation galopante, puisqu'on en est maintenant à 900 000 colons. Et je vais vous parler de Gaza. Alors Gaza, d'abord, c'est tout petit, hein. C'est 360 km², donc c'est plus de 15 fois plus petit que les Côtes d'Armor. C'est 2 300 000 habitants avant le génocide, c'est-à-dire c'est 4 à 5 fois, ils ont 4 fois la population des Côtes d'Armor, donc une densité de population incroyable. C'est 80% de réfugiés. Si vous oubliez ça, vous ne comprenez rien. Entre 75 et 80%. 73% ont la carte de l'UNRWA. Et les réfugiés n'avaient pas de foncier. Ceux qui ont du foncier à Gaza, c'est, pour reprendre le langage d'Éric Zemmour, des sous-chiens, hein, des Gazaouis de souche. À Gaza, comme toute la Palestine, c'est une population incroyablement éduquée. Vous avez 35% d'illettrés en Égypte, et pour avoir été contrôlé par une armée d'illettrés dans le Sinaï, on le voit tout de suite, à Gaza, il y a 1% d'illettrés. L'école est gratuite, que ce soit l'école du gouvernement ou l'école de l'UNRWA, en gros de 6 ans à 18 ans. Avant, il y a un fourmillement d'associations qui assurent le préscolaire, le périscolaire, et après, les familles se saignent pour pousser les enfants à l'université. Statistique de 2016, il y avait, alors tout ça c'est raconté dans notre livre, La Gaza, mort, vie, espoir, il y avait 6 universités, 100 000 étudiants, 21 000 diplômés chaque année, une assez nette majorité de femmes parmi les diplômés. Ça dit aussi un certain nombre de choses. Il y a le patriarcat à Gaza, mais il y a des luttes extrêmement fortes contre le patriarcat aussi. Gaza, c'est une population incroyablement pluraliste. Vous avez dans les mêmes familles des gens de tous les partis politiques. Nous, on a rencontré les dirigeants du Hamas, le président du Parlement, la direction du djihad islamique, c'est quand même plus rare, mais on avait les intermédiaires. Quand ils ont reçu l'Union juive française pour la paix, ils étaient trop contents, ils ne voulaient plus qu'on parte. On a été reçus par le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, et c'est dans ma voiture que Mariam Aboudaka a été arrêtée à Marseille en novembre 2023 et expulsée, elle est au Caire actuellement.
On a rencontré le Fatah, qui existe parfaitement à Gaza, avec d'ailleurs des dirigeants aux propos assez contradictoires. On voit bien qu'il y a des tendances très opposées dans le Fatah. On a rencontré tous les petits partis de gauche, le FDLP, l'Initiative palestinienne, le Parti communiste, etc. Et partout, le discours, c'était nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs. Gaza, c'est aussi... faut que vous compreniez qu'ils ont été victimes sans arrêt de bombardements extrêmement violents, Plomb durci, 2008-2009, pilier de la défense, 2012, bordure protectrice, 2014, qu'ils ont essayé la non-violence, les marches du retour en 2018-2019, et les Israéliens ont tiré sur eux comme à la foire, 350 morts et 10 000 gens visés. Donc c'est ça, et en même temps, c'est une population incroyablement résiliente, et avec une soif de produire. Chaque fois que les Israéliens bombardaient, ils bombardaient d'abord la centrale électrique, puis la station d'épuration des eaux, puis les fermes à poulets ou les ateliers qui fabriquaient du carton. C'est-à-dire, et ils labouraient les terres agricoles. C'était systématiquement interdit de produire. Les pêcheurs ont été persécutés d'une façon incroyable. 220 bateaux arraisonnés ou détruits, plusieurs centaines de pêcheurs qui ont passé un long temps de prison à Ashdod, et les Israéliens n'ont jamais rien trouvé de suspect sur les bateaux, bien évidemment. Le but, c'était de vendre du poisson à Gaza. Et c'est un marché captif, Gaza, c'est-à-dire que si l'économie permettait au territoire d'être autonome en poulet et en légumes, presque tout le reste devait être importé, et importé bien sûr d'Israël, qui déversait les produits de mauvaise qualité à Gaza. Et donc, le 7 octobre, c'est avant tout une ouverture de la cage. C'est avant tout une sortie de la cage. Et si les gens se lamentent sur les morts du 7 octobre, les premiers responsables, c'est ceux qui ont mis 2 300 000 personnes en cage. Si je dois comparer 7 octobre à quelque chose, d'abord je citerai les anticolonialistes israéliens. Michel Warshawski dit c'est une cocotte minute qui a explosé. Nourit Peled, dont la fille Smadar, qui avait 14 ans à l'époque, a été tuée par un attentat du Hamas en 1997. Netanyahou lui avait envoyé des condoléances et elle lui avait répondu « Tu es un monstre, tu es le seul responsable, tu obliges nos enfants à être assassins ou à être assassinés. » C'est très digne, je suis sur cette position-là. Si je dois comparer le 7 octobre à quelque chose, je le comparerai au 1er novembre 1954, où après 124 ans d'un colonialisme particulièrement meurtrier en Algérie, un tiers de la population tuée pendant les 40 premières années, la cocotte minute a explosé. Et ce jour-là, les insurgés algériens ont tué des médecins, des pharmaciens, des docteurs, des instituteurs. Donc je veux dire que on ne peut pas imaginer que dans une situation féroce de colonialisme, la société civile de l'État colonial ne subisse pas un jour les conséquences de ce qu'elle inflige. Alors je ne suis pas pour la théorie du complot sur le 7 octobre. Nous, on était au Caire. Pour la première fois, le gouvernement français déposait auprès des autorités égyptiennes la demande qu'on entre à Gaza par Rafah. On était avec un député, Thomas Porte, puis on n'est pas rentré puisque la guerre a commencé. Mais la version des Gazaouis qui étaient dans notre hôtel, c'était des hackers palestiniens ont neutralisé l'informatique de l'armée israélienne pendant 4 heures. L'attaque a eu lieu comme ça. Et le but, c'était, s'ils ont explosé de joie, c'était sur le mode... Pour Gilad Shalit, on a eu 1000 libérations pour un soldat. Là, avec tous les gens qu'on ramène à Gaza, tous nos prisonniers vont sortir. Je rappelle que 900 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967, 40% des hommes entre 18 et 50 ans. Quand on oublie cette notion-là, on ne comprend toujours pas Gaza. Le génocide, aujourd'hui, comme juif, je dis nier, le mot de génocide, c'est du négationnisme. Le génocide a pris des allures incroyablement meurtrières. Les dirigeants israéliens, laïcs ou religieux, ont appelé les Palestiniens des animaux humains. Le dirigeant travailliste, président de la République, Isaac Herzog, a appelé ouvertement à tuer les femmes et les enfants, en expliquant qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza. Un certain nombre de pseudo-dirigeants juifs français ont repris ces propos-là. Il n'y en a pas un pour excuser l'autre, mais c'est véritablement une honte absolue. Dans le livre Gaza, mort, vie, espoir, on explique comment l'UJFP a continué une action qui avait commencé en 2016 avec Gaza. En 2016, à la demande des paysans, on avait pu financer la construction d'un château d'eau
qui alimentaient plusieurs fermes dans le sud-est de la bande de Gaza. Puis ils nous ont demandé d'agrandir. On a construit des canalisations. Ils ont construit des canalisations. Ils ont construit une maison des paysans. Ils l'ont baptisée quartier général UJFP. Ils voulaient être indépendants des partis politiques. Et les ministres du Hamas, quand ils voulaient rencontrer les paysans, allaient au quartier général UJFP. Et après, le projet a grandi. Il y a eu la construction d'une pépinière solidaire, d'une voiture qui circulait dans Gaza avec un énorme panneau dessus, Union juive en petit française pour la paix, avec un agronome et qui donnait les conseils aux paysans. On était en train de réfléchir avec eux au passage à une agroécologie parce qu'ils avaient bien conscience qu'ils empoisonnaient la terre avec des pesticides dégueulasses venus d'Israël et qu'il fallait cultiver autrement. Tout ça, ça a été évidemment anéanti. Depuis le 7 octobre, on a envoyé plus de 600 000 euros à Gaza. Ça va hélas s'arrêter. Il va falloir qu'on trouve un moyen de continuer. Et ça, c'est le système bancaire français qui nous arrête. Avec cet argent, ils ont construit des villages de tentes, ils ont construit des sanitaires, ils les ont désinfectés, ils ont construit des abris pour des milliers de personnes. Ils organisent depuis maintenant près de 2 ans des repas collectifs pour des milliers de personnes. Et on continue à y arriver, même si avec l'organisation de la famine, ça devient de plus en plus difficile. Ils ont rescolarisé les enfants dès mai 2024 à un petit endroit au centre de la bande de Gaza, à Der el-Balah. Ils ont recommencé l'agriculture. Et donc nous, on n'est pas une association humanitaire, on est une association politique. Mais comme le but était de détruire la société palestinienne, donc évidemment, on fait tout pour que cette société tienne debout. Je terminerai en disant une chose. Ce qui se passe à Gaza concerne toute l'humanité, qu'on voit bien que, d'abord, pourquoi les dominants de ce monde sont complices des génocidaires israéliens, c'est parce que l'Israël, c'est leur État. Ça n'a rien à voir avec une quelconque culpabilité sur le génocide des Juifs. Bien évidemment, l'Europe est totalement responsable du génocide de 1939-1945. Mais si c'était senti coupable, il ne ferait pas payer la note aux Palestiniens. Ça n'a strictement aucun sens. Et donc, Israël est l'État rêvé de tous nos dirigeants, parce que c'est une revanche coloniale, parce que c'est un morceau d'Occident installé au Proche-Orient, parce que c'est le moyen de diriger la région avec la complicité des féodalités arabes qui, comme ils appartiennent au même monde, c'est tout à fait logique qu'ils se soient alliés. Parce que c'est une start-up technologique qui fabrique les pires armes et toutes les polices et les armées du monde viennent se fournir en Israël. Et donc c'est ça qui fait le soutien. De l'autre côté, la grande majorité des pays soutient les droits du peuple palestinien et même en France, très probablement la grande majorité de l'opinion publique. Donc on a une tâche fondamentale. Cette guerre se joue sur 2 terrains. Leur capacité à eux de rester une société, de ne pas subir le sort des Amérindiens ou des Aborigènes, et notre capacité à nous, parce que la guerre se joue chez nous, d'obliger nos gouvernements complices et nos médias complices à enfin sanctionner l'occupant. On en est encore loin, mais il y a eu quand même quelques progrès qui ont été réalisés. Donc toutes les formes de lutte aujourd'hui que vous pouvez imaginer pour soutenir la Palestine, c'est notre devoir. S'ils sont battus, ce sera notre défaite à nous. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui se passe là-bas maintenant, c'est la destruction de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin au droit international. Et puis je termine, pour arriver à quoi? Quel est le but? 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. Je m'excuse s'il y a des gens dans la salle qui y croient. C'est pas possible parce que allez voir en Palestine, vous vous demanderez où est-ce que vous mettez l'État palestinien. Il y a les colonies partout et il y a 900 000 colons. C'est pas souhaitable pour plein de raisons. Mais les 2 raisons principales, c'est qu'il faut détruire l'État juif. D'accord? Il n'y aura pas de paix avec l'État juif. Un État qui n'est pas l'État de tous ses citoyens, c'est totalement contraire à toutes les formes de droit. Or, l'État d'Israël est né comme État juif, est né comme État excluant les non-juifs. Ça doit disparaître. Et donc, évidemment, avec 2 États, vous maintenez l'État juif. Et la deuxième chose, c'est que le peuple palestinien est fondamentalement un peuple de réfugiés. Les descendants des 800 000 expulsés de 48 sont aujourd'hui 10 millions. 6 millions ont la carte de l'UNRWA et la solution à 2 États les ignore. Et donc, une prétendue solution qui ignore les principales victimes de cette guerre, c'est évidemment pas une solution. Donc, qu'est-ce que demandent les Palestiniens? En tout cas, ce que nous, UJFP,
on dit que le droit international s'applique aux Palestiniens. Ça veut dire, 1, la liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza. 2, égalité des droits pour tous les habitants de la région, indépendamment de leurs origines, de leur religion, de leur non-religion. Et 3, la justice, le retour des réfugiés palestiniens de l'endroit d'où eux ou leurs ancêtres ont été expulsés, et le jugement des criminels de guerre. Vous comprenez bien que ça veut dire la fin du sionisme et la fin de l'État juif, mais vivre ensemble dans l'égalité des droits, il n'y a pas d'alternative, ni là-bas ni ici. Après cette intervention de Pierre, on vous propose de poser des questions. Alors, je ne sais pas comment on procède, ce serait bien que ce soit un peu interactif. Je pense que c'est Pierre. Une seule question à la fois, voilà. Parce qu'après j'oublie. Voilà, donc on fait comme ça. Alors, on évite peut-être de reposer 2 fois la même question. Donc voilà, la parole est à la salle. Alors, les questions, faut essayer d'être concis un peu, il ne faut pas qu'on parte une question qui dure un quart d'heure. Je suis un peu directif, mais bon, voilà, si on veut pouvoir répondre dans un temps qui est à peu près correct. Donc, vas-y. Oui, il m'a semblé entendre dans ce que tu as dit que les juifs états-uniens n'étaient pas principalement sionistes, et pourtant on a le sentiment que les juifs états-uniens soutiennent énormément Israël. Donc est-ce que... Voilà. Alors, déjà, les juifs dans le monde, il y a en gros un peu plus de 40% des juifs qui vivent en Israël, un peu moins de 40% aux États-Unis, mais c'est l'écart entre les deux est très faible, et les 20% restants, c'est la France qui est la plus grosse des autres communautés. Mais c'est toujours très compliqué de comptabiliser les juifs, parce que il y en a énormément qui vivent dans des couples mixtes, et comment on compte les demi, les quarts, etc. Bon, nous on rentre pas là-dedans. Au niveau des juifs états-uniens, ils ont une autre histoire. Ce sont les descendants de ceux qui ont fui les pogroms de l'Empire tsariste. Et donc ils ont construit leur identité aux États-Unis avec les autres minorités, en particulier les Noirs et les Latinos. Ce qui est majoritaire aux États-Unis comme position politique, c'est un courant qui s'appelle J Street, la rue juive. Alors, ce n'est pas des antisionistes, mais c'est des gens qui veulent une paix négociée. Et c'est des gens qui ne sont pas pour la colonisation. Quelque part, le sénateur Bernie Sanders est tout à fait représentatif de ça. Et ce qui est l'équivalent de l'UJFP aux États-Unis, JVP, Jewish Voice for Peace, les voix juives pour la paix, ils sont 40 000. Ils ont 35 villes où ils sont implantés. Ils ont plus de 500 000 amis sur la page Facebook. Ils ont plusieurs députés. Ils ont des rabbins. Nous, on n'en a qu'un seul. D'ailleurs, c'est rigolo, notre rabbin, l'UJFP, qui déclare, on dit souvent que les Juifs attendent le Messie, mais c'est peut-être le Messie qui attend que les Juifs se comportent bien. Et puis, les Juifs des États-Unis qui sont religieux, c'est le judaïsme libéral qui est majoritaire et pas le judaïsme orthodoxe. Alors le judaïsme libéral, c'est un courant qui est né en Allemagne au début du 19e siècle. C'est l'influence de la Révolution française et des Lumières qui a commencé à faire évoluer le judaïsme, parce que il y a quand même des trucs très craignos dans la religion juive. Hein. Vous avez une prière quotidienne, je bénis Dieu de n'être né ni goy ni femme. Ça c'est la quand même. Hein. Bon, voilà. Ou si vous lisez, mais ça s'est passé dans l'Ancien Testament et dans le Coran, quand vous lisez le livre de Lot, c'est pas mal aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le judaïsme libéral, et le fait qu'il se soit construit avec les autres identités, les autres minorités, fait qu'ils n'ont pas la même position. Donc, fondamentalement, la position de soutien total de l'impérialisme américain au sionisme, c'est pas à cause des juifs états-uniens, c'est à cause des chrétiens sionistes, et c'est pour des intérêts stratégiques. D'accord ? Et par exemple, l'AIPAC, qui est le lobby sioniste états-unien, qui a des moyens financiers dingues, qui peut faire battre des députés, l'AIPAC, c'est 80% de chrétiens évangélistes et 20% de juifs d'extrême droite. Il y avait une question là-bas. Oui, c'est par rapport, donc vous avez passé relativement rapidement sur l'histoire, mais ces faits historiques
en fait, ils sont totalement occultés par les médias, par les journalistes. Je ne sais même pas s'ils le connaissent d'ailleurs, par les journalistes. Parce qu'évidemment, dans l'esprit de la population occidentale, et peut-être ailleurs, en fait, les Juifs reviennent en fait reprendre leurs droits en Palestine. Or, apparemment, c'est pas du tout ça. Et ce débat-là, il est super important. Parce que c'est un débat de droit, en fait, de droit du sol, si je puis dire, de cette manière. Et il est complètement occulté. Il est jamais, on n'en parle jamais. Comment vous expliquez ça? De toute façon, je ne sais pas comment dire, quand bien même nous serions les descendants des Judéens de l'Antiquité, ce qui n'est pas le cas, comme j'ai expliqué, si n'importe qui dit mes ancêtres ont vécu là il y a 2000 ans, donc c'est à moi, vous comprenez bien que c'est la guerre absolument partout. Et puis ne serait-ce que la France vient des Francs qui étaient des Allemands, la Prusse vient des Borusses qui étaient des Slaves, enfin on peut continuer longtemps comme ça, mais il est évident que cette idée ethnique qui est à la base du sionisme est de toute façon une idée mortifère. Non, ce que je veux dire, c'est que pour les sionistes au tout début, c'était trouver un havre de paix, un État juif pour un havre de paix pour les juifs. Ils ont pensé à l'Ouganda, à Madagascar et tout. Ils choisissent la Palestine avec l'idée d'avoir les religieux avec eux. Ils n'auront les religieux que 60 ans plus tard, au moment de la guerre de 67, mais ils vont inventer une histoire abracadabantesque qui est l'histoire de l'exil et du retour. L'exil, il n'y a eu ni exil ni retour. Shlomo Sand m'a dit, j'ai cherché absolument dans toutes les bibliothèques des espèces de traces historiques d'un quelconque exode des Juifs en 70 après Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Mais comment ça se fait que tout le monde admet ça? Alors, ça, parce que je ne sais pas comment... Ce que j'ai expliqué, c'est que Israël étant l'État rêvé de tous les dirigeants occidentaux, Israël étant en plus le moyen de se débarrasser de la culpabilité sur le judéocide. L'exemple de l'Allemagne est terrible. En Allemagne, il est interdit de critiquer Israël, mais je veux dire, le fait de se dédouaner des crimes qui ont été commis par les Allemands sur le dos des Palestiniens, pour moi, c'est un deuxième crime. Enfin, je compare ça en rigolant à un ouvrier qui est persécuté par son contremaître et qui bat sa femme en rentrant à la maison. C'est du même tabac. Et donc, le fait qu'on accepte ça, c'est là la responsabilité des médias, des historiens et tout. Alors évidemment, il y a des tas d'historiens qui disent ce que je dis. Je veux dire, le gros de ce que j'ai donné comme cohérence historique n'est plus franchement discuté. Il y a encore des terrains qui sont discutés. L'origine des Hébreux, il y a des versions, mais qui sont assez proches. L'origine des Ashkénazes, il y a encore quelques versions, mais c'est assez proche. Mais tout le reste de cette histoire, elle est connue. Je veux dire que Pas par les médias. Oui, mais je veux dire qu'elle n'est pas connue par les médias parce qu'ils ne veulent pas la connaître. Quand je dis, par exemple, j'ai parlé du fait que c'était interdit dans la religion juive de retourner si le Messie n'était pas arrivé. Le plus grand intellectuel juif espagnol, c'est Maïmonide. Quand les Almohades arrivent en Andalousie, les plus grands intellectuels andalous, Averroès musulman et Maïmonide juif, s'exilent. Il s'exile où? Maïmonide, il part pas à Jérusalem, il part au Caire. Et il écrivait en quelle langue, Maïmonide? En arabe, évidemment. Tout ça, c'est... Et je veux dire que, prenons les séfarades et les misraïm dont j'ai parlé en Israël, qui sont persécutés et qui votent à l'extrême droite. Leurs arrière-grands-parents, c'était quoi leur langue? C'était l'arabe. Hein, d'accord? Et ils étaient arabes, ils cuisinaient arabe, etc. C'est au berbère, mais je veux dire que l'idée de juif comme une conception raciale, c'est l'idée de l'ennemi. Les sionistes ont recopié l'idée de l'ennemi que les juifs étaient une race. Les races, ça n'existe pas, mais la race juive, sûrement pas. Le mot antisémite est un mot de fou. Alors on va l'utiliser parce qu'il s'est implanté, mais il y avait des langues sémitiques, il y en a. L'araméen, l'hébreu, l'arabe, c'est des langues sémitiques. Il y avait des peuples sémitiques dans l'Antiquité, mais les Juifs ne sont pas des Sémites, puisque c'est des descendants de convertis, et les Arabes ne sont pas plus des Sémites, les Berbères ne sont pas des Sémites, les Égyptiens ne sont pas des Sémites, et le mot Palestine, il vient des Philistins qui n'étaient pas des Sémites. Donc ça, c'est la classification de l'ennemi. Tout ça, il y a des tas de gens qui ont repris ce langage-là, hors de toute vérité historique. Et je vais vous dire un autre truc sur la question de l'histoire, parce que si je vous ai fait cet exposé, c'est que je pense qu'elle est centrale. Shlomo Sand m'a raconté à Tel Aviv, à l'université d'histoire, il y a 2 étages. L'étage supérieur, c'est l'étage de l'histoire universelle.
Donc un étudiant israélien qui voudrait faire sa thèse sur le roi David, il trouverait personne comme directeur de thèse. C'est comme en France faire une thèse sur le créationnisme. Et à l'étage inférieur, c'est le département d'histoire juive, celui qui fait les programmes en Israël, et qui dit exactement l'inverse, qui dit nous sommes là depuis 4500 ans, etc. J'entends votre ébauche de solution qui passe réunie par un seul État. N'est-ce pas un peu trop ambitieux compte tenu tout simplement de la démographie? On sait bien que les Israéliens sont assez peu nombreux. En face, on a le droit au retour avec des millions de Palestiniens qui auraient le droit de se faire revenir sur notre terre. Est-ce que vous pensez que les Israéliens pourraient accepter cette solution qui nous semble extrêmement ambitieuse par rapport à l'enjeu pour eux aussi? On n'a jamais vu dans l'histoire une société coloniale accepter de son plein gré de cesser de l'être. Donc, chaque fois qu'il y a eu une défaite d'une idée ou d'un processus colonial, c'est parce que l'État ou l'entité coloniale a eu à payer le prix de ce qu'elle infligeait aux autres. Les États-Unis au Vietnam, c'est 50 000 morts, 500 000 déserteurs, etc. La France en Algérie, c'est 28 000 soldats du contingent qui rentrent dans des cercueils. L'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est l'exclusion des Jeux Olympiques et autres. Et c'est le boycott. Donc, tant que nous n'aurons pas imposé des sanctions à la hauteur de ce qu'il faut, on commence à avoir des toutes petites sanctions qui arrivent, mais tant que nous n'aurons pas imposé des sanctions massives à l'État d'Israël, sanctions qui sont toutes déclinées par l'appel BDS, l'appel boycott des investissements sanctions, il n'y a aucune chance que ça change. Vous avez une toute petite minorité extrêmement courageuse en Israël qui essaie de lutter, mais elle est extrêmement minoritaire. Et le gros des Israéliens qui sont en désaccord, ils foutent le camp. Il y a 500 000 Israéliens, juifs israéliens, qui ont quitté Israël depuis le 7 octobre 2023. Donc tant qu'on n'aura pas imposé de sanctions, il ne se passera rien. Après, la démographie, je m'en fous. Je ne sais pas comment vous dire. Les Blancs sud-africains étaient 7 ou 8 fois moins nombreux que les Noirs. Et alors, l'apartheid a été aboli. Et alors, ils sont partis? Non. La condition qui a permis aux Blancs sud-africains de rester, c'était la fin de l'apartheid. C'était pas le maintien de l'apartheid. Et la condition qui permettra aux Juifs israéliens de rester, c'est la fin de l'État juif et la fin du sionisme. C'est pas leur maintien. Et ça, je veux dire que ne pas comprendre ça, je veux dire, les croisés, ils sont restés un siècle là-bas et ils sont repartis. Donc cette idée de pouvoir s'imposer par la force est une idée totalement absurde. L'idée démographique qui est la grande obsession des sionistes dès le début. Il y avait des conférences en 1920 où ils se disaient on va collecter de l'argent pour réinstaller les paysans, on ne disait pas palestiniens, les paysans arabes dans la vallée de l'Euphrate. C'est-à-dire que cette idée démographique de créer un État pur, c'est une idée de mort. Donc on arrête avec ça. Actuellement, il y a 7,5 millions de juifs israéliens et 7,5 millions de Palestiniens. Sauf que, qu'est-ce qui permet aux Israéliens de tout dominer? C'est la fragmentation de la Palestine. Il y a Gaza, il y a la Cisjordanie, il y a Jérusalem, il y a les Palestiniens de 48, il y a les réfugiés. Bon, mais tout ça, ça doit disparaître. Je veux dire que essayer de bricoler quelque chose qui va sauter par-dessus le droit international qui dit que l'inégalité, merde depuis Rousseau, l'inégalité c'est pas naturel, d'accord? Que l'inégalité c'est pas possible, que deux personnes, quelles que soient leurs origines, ont les mêmes droits. Si vous sautez ça, vous continuez la guerre. On ne peut que retourner à l'idée fondamentale que les êtres humains naissent libres et égaux, et si on ne revient pas à cette idée-là, il n'y a aucune chance d'avoir une paix. Alors après, la question c'est qui va imposer ça? C'est nous les sociétés civiles, parce qu'on sait qu'en face, c'est les complices. C'est à nous d'imposer, de dire, vous devez revenir au droit international que vous piétinez. Vous devez revenir à l'idée que les hommes naissent libres et égaux, parce que sinon, le monde que vous construisez, c'est la guerre mondiale qui arrive. C'est à nous de se battre là-dessus. Merci pour votre intervention. C'était clair, en fait, voilà, simple. J'ai une question, je suis pas sûre d'avoir bien compris à la fin où vous disiez, il faut faire pression sur les gouvernements et que la majorité de la population, elle a bien compris que c'est un génocide et que c'est pas possible. En fait, moi, je me demande, parce qu'il y a un copain qui a fait un événement de soutien, là, et on s'est pris des trucs que je pensais pas, en fait, qu'il y a des gens qui sont dans notre environnement, qui pouvaient avoir des
voilà, des retours aussi raides et voilà, dire c'est des terroristes, tout ça. Et on nous a renvoyé aussi ce qui s'est passé avant 1948 avec le Grand Mufti, avec on nous a dit, on nous a envoyé des écrits en disant il y a eu des pogroms fin 1800, début 1900 en Palestine, et du coup, qu'est-ce qu'on répond à ça? En fait, on n'a pas... Parce que ce que vous dites, c'est que dès le départ, en fait, dès fin 1800, il y avait déjà un esprit colonisateur et il y avait déjà de la répression et ça commençait déjà à persécuter. Alors, je crois qu'il faut justement, c'est l'importance de l'histoire, que le Grand Mufti ait été un collabo, c'est sûr, mais enfin, quelle est la société à cette époque-là qui n'a pas été pénétrée par les idées nazies? Hein, la France, c'est quand même, pour faire court, pendant Vichy, c'est 55 millions de lettres de dénonciation écrites par 3,5 millions de personnes. Donc c'était pas un phénomène léger. Et le fascisme n'était pas un phénomène allemand, c'était un phénomène mondial à l'époque. Et l'Église, on peut parler de sa collaboration, les staliniens avec le pacte germano-soviétique, c'était pas triste non plus. Et donc on peut avoir toute une série que toutes les institutions aient été faibles avec l'arrivée du nazisme. Donc le Grand Mufti pensait, comme certains parfois, que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc il a joué la carte hitlérienne, mais il a été le seul dans le monde arabe. Lisez le livre de Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, qui montre assez bien qu'il a été le seul. Mais parler du Grand Mufti en ne parlant pas du groupe Stern, ça c'est une infamie. Parce que eux, c'était des collabos. On a dans mon livre, est signalé, le groupe Stern envoie un émissaire au consulat nazi de Beyrouth en 1943. Sur le mode, nous avons un ennemi commun, d'accord? Et je répète que l'ancien dirigeant du CRIF, avant Jonathan Arfi, François Khalifa, c'est un ancien du Bétar. Et le Bétar s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. C'est ces gens-là qui vont nous parler d'antisémitisme. Après, pogrom, faut arrêter les conneries. Pogrom, ça veut dire que c'est la police d'un État qui organise avec les factions les plus meurtrières de la population un massacre. Mes deux grands-mères ont été des survivantes du pogrom de Kishinev et celle qui a survécu et qui est morte en France en 71, elle me l'a raconté, cachée 49 jours dans une cave et tout. Oser appeler pogrom déjà le 7 octobre, c'est une absurdité. Le 7 octobre, c'est pas les Juifs qui sont attaqués, c'est l'occupant. On arrête avec ce truc-là. Comme en 1954, c'est pas les Français qui étaient attaqués, c'était l'occupant. Et puis après, dans les combats qui ont lieu en Palestine, il y a des émeutes en 1920, 1929 et la grande révolte de 1936. C'est dirigé, comment dire, les Palestiniens étaient un peuple hospitalier. Ils avaient accueilli de nombreux juifs qui arrivent à partir de 1800, surtout des religieux. Il y a des traditions au Maroc et en Pologne de venir enterrer les morts à Jérusalem. Ils sont acceptés. J'ai expliqué la cohabitation qu'il y avait à Jérusalem pour gérer les questions religieuses. Ils ont accueilli des Arméniens. J'ai rencontré le professeur Agazarian, qui était palestinien d'origine arménienne. Ils ont accueilli des Tcherkesses, ils ont accueilli des Soudanais, et tout ça, ça s'est agrégé au peuple palestinien, qui étaient les descendants des Judéens de l'Antiquité. Ils ont proposé aux sionistes, dès les années 1920, ils ont dit, sur les ruines de l'Empire ottoman, on va créer un grand État arabe, vous avez pas mal de scientifiques, vous avez de l'argent et tout, vous faites partie de ce monde-là, et vous allez jouer votre rôle dans un monde arabe libéré du colonialisme. Ça n'intéressait pas les sionistes. Et les émeutes qui vont avoir lieu dès 1920-1929, c'est parce que les Palestiniens ont compris que ce courant-là qui est arrivé là, il n'est pas venu friendly comme les autres, il est venu pour les virer. C'est tout. Je veux dire que les Palestiniens ont vu d'entrée que c'était une question de conquête coloniale, que chaque fois que les sionistes s'étaient emparés d'un territoire, ils le bouclaient, c'était rien qu'à eux, que l'université qui créait, c'était pour les juifs, que les kibboutz qui créaient, c'était pour les juifs, etc. C'est parce qu'ils comprennent que c'est un colonialisme de remplacement qu'ils vont commencer à se révolter dès 1920. Appeler ça des pogroms, c'est absurde. Voilà. Oui, merci Pierre pour ce travail que tu fais. Moi j'ai une question sur le génocide.
Le génocide, c'est une notion juridique. Depuis la Shoah, on a eu le génocide du Rwanda, on a eu le génocide en ex-Yougoslavie, à Srebrenica. On est tous persuadés qu'il y a un génocide à Gaza. On est absolument persuadé. Et tant qu'il n'a pas été qualifié comme tel par l'organisme qui est chargé de décider si oui ou non il y a un génocide, est-ce qu'on ne donne pas une arme aux sionistes qui vont dire « Attendez, pourquoi vous parlez de génocide? Il y a des crimes de guerre, il y a ceci, il y a cela. » L'autorité qui décide qu'il y a ou pas génocide ne s'est toujours pas prononcée. Comment dire, le droit international, c'est pas l'ONU ou c'est pas la CPI ou la CIJ. Le droit international, ce sont des textes. Ce sont des textes qui sont issus de la Révolution française et qui ont été réécrits en 1948. Dans la définition internationale du génocide, tout y va. Le bombardement des hôpitaux, l'attaque contre les journalistes, le déplacement une dizaine de fois de la population, le fait de qualifier les Palestiniens d'animaux humains, le fait d'organiser la famine, tout ça, ça fait partie de la définition internationale du génocide. Après, la CPI, elle n'a pas les moyens actuellement parce que c'est une institution qui dépend de l'ONU et l'ONU, elle est tenue par Trump et par les dominants de ce monde. Je dirais quand même que la plupart des institutions internationales de base, elles ont fait leur boulot à Gaza. J'ai rien à reprocher à l'UNRWA, j'ai rien à reprocher à l'OMS, j'ai rien à reprocher à l'UNICEF, toutes ces institutions de base. C'est quand tu montes dans la hiérarchie, la CIJ et la CPI, ils ont fait le maximum de ce qu'ils avaient les moyens de faire. Quelqu'un comme Francesca Albanese, c'est une personnalité formidable, elle dit les choses et tout. Maintenant, ce que je dis d'un point de vue juif, nier que ça c'est un génocide, c'est du révisionnisme, c'est du négationnisme. Pour moi, c'est exactement pareil que ceux qui disaient qu'on n'avait gazé que des coups à Auschwitz. Ouais, je pense que je vais entendre bien. Tu en as peut-être parlé, mais bon, j'ai pas tout entendu. La question, c'était plutôt comment ne pas être sidéré aujourd'hui et agir quand même, et par quels moyens. Parce que c'est vrai que quand on milite pour la cause palestinienne depuis longtemps, les choses n'ont pas eu tendance à s'améliorer, et comment pas être sidéré et agir, et comment agir le plus efficacement. Il faut tout essayer. Je veux dire, une conférence comme ça, bon, le fait que des militants disent ouais, peut-être cette cohérence que j'ai essayé de donner, vous ne l'aviez pas, bah, tant mieux, j'espère que vous l'aurez aujourd'hui. Mais vous essayez tout. Le boycott des investissements sanctions, c'est extrêmement important. Aller manifester sur le Tour de France pour virer l'équipe d'Israël, etc., c'est fondamental. Le boycott des investissements sanctions, il dit qu'on boycotte tout ce qui représente l'État d'Israël. Donc on ne boycotte pas les individus, vous avez absolument le droit de lire Amos Oz si vous avez envie, ou de regarder les films, ils ne sont pas bons, Amos Gitaï, mais on ne boycotte pas les individus, on boycotte l'État. Et donc le boycott sportif, c'est formidable. S'il y a des syndiqués dans cette salle, la CGT, la CFDT et FO font partie de la CSI, la Confédération syndicale internationale, dont le vice-président est le secrétaire général de l'Aïstadrout, qui s'est fait filmer au début du génocide en train d'écrire sur un obus de la compagnie Elbit avec le soutien des travailleurs israéliens. Donc faites tout ce que vous pouvez à l'intérieur de vos syndicats pour que l'Aïstadrout soit viré de la CSI. Voilà, mais je veux dire que le boycott militaire, ils nous ont juré quand on est allé au Quai d'Orsay, mais on ne vend pas d'armes, etc. On a toutes les preuves que Eurolink, etc., ils vendent tous les composants et tout. Donc voilà, le stop arming Israël, c'est extrêmement important. Les conférences, c'est extrêmement important. Aller vers la presse, hein. Tout à l'heure j'ai été interrogé là-dessus, mais ce génocide n'aurait pas été possible sans la complicité éhontée des médias, alors du gros des médias, bien sûr, pas les médias qui sont en train de me filmer. Alors évidemment, 90% des médias privés appartiennent à 7 milliardaires qui sont tous dans le même camp. Et puis bon, CNews, c'est vraiment devenu fake news. Mais le fait que les médias publics soient devenus inaudibles, le fait que France Info, il y a quelques jours, ils invitent un dirigeant de l'immobilier français pour parler de la Riviera à Gaza. D'accord ? C'est quand même ahurissant. Le fait que le même France Info
Le 7 octobre 2024, donc premier anniversaire du début du génocide, ils invitent Anne Sinclair qui redit les femmes éventrées, les bébés décapités, alors que cette fake news, 3 jours après, on savait que c'était une fake news. Voilà, je veux dire qu'il y a une responsabilité du monde médiatique, et donc il faut s'adresser à eux. Donc, il faut dire que dans 20 ans, on se demandera comment un génocide d'une telle ampleur a pu être possible aussi près de chez nous. Et ben voilà, il a été possible, parce que moi je compare ce qui se passe en France là-dessus à l'effondrement de la France en 1940. Hein. On est dans la même situation. Bernard, dans un article récent, tu parles de Gaza comme laboratoire du fascisme qui vient. Peux-tu nous expliquer ça? Le fascisme qui vient, on comprend bien que la montée de l'extrême droite, des libertariens, d'un côté des Trump et des Milei, des Bolsonaro, des Orban, mais aussi d'Erdogan, parce que c'est quand même un peu dans la même optique, ou de Poutine et tout, cette montée. On a la montée aujourd'hui de gens pour qui, comment dire, le capitalisme s'est donné, après la Deuxième Guerre mondiale, tout un assez grand nombre d'institutions qu'il a négociées avec le camp d'en face, qui était le camp de l'URSS, qui était l'ONU, qui était officiellement un droit international et tout. On comprend bien qu'avec Gaza, tout ça, c'est en train d'être piétiné. Par exemple, le droit de se défendre, dans le droit international, c'est un droit de te défendre contre un pays qui t'attaque. Tu n'as évidemment pas le droit de te défendre contre un peuple que tu occupes, et tu as encore moins le droit de te défendre en disant je fais une guerre préventive parce que moi j'ai la bombe nucléaire, mais je ne veux pas que le voisin il l'ait. Donc on comprend bien qu'il y a un piétinement complet du droit international et de toutes les règles qui faisaient. Et donc ça a deux conséquences. Ça veut dire qu'au niveau international, on va avoir la loi de la jungle, et au niveau de tous les pays, on va avoir la destruction à un rythme accéléré de tous les acquis sociaux. Le fait que d'un côté Trump, paf, il s'attaque au droit du sol, mais qu'est-ce que fait la France à Mayotte? Elle s'attaque aussi au droit du sol. Donc on comprend bien qu'à travers le fait que Israël se permette tout, moi aujourd'hui je bombarde la Syrie, hier j'ai bombardé l'Iran, avant-hier j'ai bombardé le Yémen, et avant-hier c'était le Liban, ils se comportent, ils font et puis aujourd'hui j'ai détruit une église, etc. Et le fait que tout ça se soit impuni, ça veut dire qu'on va vers un monde de loi de la jungle, et on va vers un monde de guerre et de destruction des acquis sociaux, et de loi de la jungle généralisée. Donc je pense que oui, Israël c'est le poisson pilote d'un monde de dominants. L'analyse pseudo-marxiste que je fais, c'est que en 20 ans, 15 à 20% de la richesse mondiale est passée du salariat aux actionnaires, et donc ça explique l'arrivée au pouvoir partout des oligarques. Et voilà, Israël, il est le poisson pilote de cette mutation-là. Oui, deux petites choses. Tu as tout à l'heure abordé la question du guettard présent avec sa base navale en Italie, base navale accordée par Mussolini. Mais avant ça, avant l'Italie, le Bétard est né à Vilnius, hein, si je me souviens bien, dans les années 20. Il a été fasciste tout de suite. C'est-à-dire qu'avec la montée du nazisme, ou des précurseurs du nazisme, le Bétard, c'est sous la direction de Jabotinsky d'ailleurs, a tout de suite été un admirateur du nationalisme allemand. Bon, ils ont compris que ça pouvait se retourner contre eux. Ils ont émigré, ils sont partis en Italie. Ensuite. Et l'autre chose, je me demande quel rôle joue l'islamophobie d'État dans le soutien inconditionnel qu'apporte le gouvernement français à l'État d'Israël. Je me demande à côté d'autres motivations, comme des motivations d'ordre stratégique ou géopolitique, je me demande si, tout ce qu'on peut faire ne marche pas. L'UJFP fait partie d'un regroupement d'associations qui va jusqu'à la LDH.
je me demande si on ne pourrait pas utiliser l'arme de l'accusation de racisme. On n'a jamais fait, on ne voit pas contre l'État, contre le gouvernement français, pour essayer de tenter de le faire bouger. Ça n'a jamais été fait. Pourtant, on sent qu'il y a une motivation. Comment un tel génocide se déroule sous nos yeux et comment un gouvernement tel que le gouvernement français ne réagit pas à ça. Donc, il réagit, mais pas du bon côté. Oui, donc. Comment te répondre? D'abord sur Jabotinsky, il a fait pire que ce que tu dis. Quand il y a la guerre civile en Russie, il se met aux côtés de Petliura, qui était le dirigeant éphémère de l'Ukraine indépendante. Et Petliura était un antisémite notoire. Et ses milices avaient massacré 60 000 juifs. D'ailleurs, Petliura sera assassiné à Paris par un anarchiste ukrainien, juif ukrainien, dont la famille avait été tuée par les troupes de Petliura. Et quand Petliura est vaincu par les bolcheviks et par les anarchistes de Makhno, il se réfugie avec ses troupes en Tchécoslovaquie. Et Jabotinsky va le voir en lui disant « Tu peux retourner en Ukraine, mais cette fois, je mets mes miliciens dans ton armée, comme ça tu ne feras plus de pogrom. » Ça dit quand même quel était ce bonhomme-là. Et j'ai dit, ça, on a maintenant la preuve qu'ils ont fait des offres de collaboration aux nazis en 1943. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que ce courant-là qui est au pouvoir en Israël, il y a des droites qui ont des origines conservatrices, libérales, tout ce qu'on veut. Ce courant-là a des origines fascistes, dès le départ. Alors, sur l'islamophobie, moi je n'hésite pas à dire que l'antisémitisme a été un racisme à part pendant l'extermination nazie. Tous les racismes ne mènent pas à l'extermination, il ne l'est plus, mais comme dénominateur commun qu'il a été pendant un siècle en Europe de toutes les idéologies de droite, d'exclusion, de stigmatisation, c'est l'islamophobie qui joue ce rôle aujourd'hui. Et je veux dire que ça n'arrête pas. Je veux dire, le rapport sur les frères musulmans qui est complètement fou. Nous, quand on a construit la pépinière à Gaza, on n'avait pas assez d'argent, on s'est adressé à une association musulmane humanitaire qui était le successeur du CBSP, du Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens. Humanitaire n'est même pas dissous par Darmanin, c'est pire que ça. Leurs locaux ont été envahis, ils ont été foutus en garde à vue, leurs ordinateurs ont été confisqués, les 8 salariés ont été licenciés, ils ne peuvent plus fonctionner. C'est quoi l'acte d'accusation? C'est qu'on a trouvé sous l'hôpital Al-Shifa à Gaza, Israël a trouvé des fauteuils pour handicapés avec le logo humanitaire. Donc ça, c'est soutien au terrorisme et c'est affiliation aux frères musulmans. Donc on est quand même dans une espèce de délire qui est important. Moi, je n'arrête pas d'être convoqué comme témoin dans des procès où, au hasard, les accusés sont jeunes et un peu bronzés. Et ils sont tous accusés d'apologie du terrorisme parce qu'ils n'ont pas repris le discours officiel d'Israël au moment d'octobre 2023. Pour vous donner une idée de l'islamophobie, au procès où j'étais à Nice, on rentre dans la salle, le président voit une jeune femme avec un fichu sur la tête et dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais où ils se croient ces gens-là? Dehors ?» Donc elle a été expulsée. Et moi, quand j'ai voulu témoigner, donc celle que je défendais était accusée d'avoir traité un restaurateur de sioniste de merde. Donc je commence à parler du sionisme. Et le président me coupe en me disant « Vous êtes hors sujet. » Comment je suis hors sujet? Je vous parle du sionisme. Non, vous êtes hors sujet. Il m'a coupé la parole, je n'ai pas pu continuer. Donc on a vis-à-vis des musulmans, on leur soutient, on a une justice d'abattage. Alors, j'ai pas tellement confiance dans la justice de notre pays. On a quand même déposé une plainte qui a été reçue par le parquet contre l'association Israel Forever de Kipfer, Nedi Kipfer, qui s'était fait photographier à l'entrée de Gaza en train de bloquer les camions d'aide humanitaire. Donc c'est pour apologie du génocide. Et on a traité dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, d'antisémite, et c'est pour ça qu'il a voulu nous évincer d'une délégation au Quai d'Orsay, mais on est quand même allé. Tu es au courant évidemment de la position de certains Israéliens qui s'inquiètent du devenir des
de jeunes soldats qui tirent comme à la foire, tu disais là, et qui s'inquiètent de leur humanité. Et comment vivront-ils plus tard, quoi? C'est toujours très difficile de régler une situation après des horreurs. Je suis personnellement très insatisfait sur la façon dont on l'a réglé pour l'Allemagne, parce que je pense, et puis pour la France des collabos, parce que je pense qu'il y a eu quand même, autant j'étais contre tout ce qui ressemblait à des exécutions sommaires, autant je pense qu'il y a eu de très nombreux trous dans la raquette. Et le fait que celui qui a fait Oradec sur Glane soit mort dans son lit et tout, c'est pas normal. Et après, comment tu règles une situation de génocide? J'étais en Afrique du Sud, voyage touristique, et j'ai vu les commissions vérité et justice, où un flic qui arrive en uniforme, qui raconte au tribunal, c'est tout son résident, l'assesseur sont noirs, voilà, monsieur Untel, et devant la veuve et le gosse, monsieur Untel, on l'a chopé à tel endroit, on l'a battu à mort, on a foutu un pneu autour de lui, on a foutu le feu, il l'a enterré à tel endroit, et le flic repart libre. Mais la parole a été dite. C'est ce que les Sud-Africains avaient imaginé, les Rwandais ont imaginé quelque chose. Mais il est certain qu'en Israël, effectivement, la question fondamentale sera que la parole soit dite. Et comme c'est un pays qui ment depuis sa fondation, comme c'est un pays qui est né sur le déni, ce sera compliqué. Mais il n'y a pas d'autre solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a en ce moment un assez grand nombre de suicides de militaires. Moi, à Marseille, j'ai rencontré un jeune Marseillais qui était parti en Israël, qui a fait l'armée, qui était à Gaza et qui a envie de parler maintenant. Je vais essayer de le relancer pour qu'il parle. Mais voilà, ils ont créé... Et déjà, au moment de Pont-Durcy, en 2008, ils avaient mis les Shinitzim, les gosses de 18 ans qui sortaient du bac, en première ligne. Donc, ils en avaient fait des meurtriers à l'âge de 18 ans. Donc, c'est sûr qu'il y aura des conséquences psychiques. Nous, parmi les associations sœurs de l'UJFP, il y a la 4ACG, Association des anciens appelés d'Algérie contre la guerre et leurs amis. Et ce sont des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, comme Midas, ou qui sont de la famille de ceux qui l'ont fait, qui s'en sont jamais remis, qui ont vu des crimes, pour certains qui en ont commis, et 60 ans après, ça les hante toujours. Donc voilà, c'est évident qu'en Israël, on sera dans cette situation, massivement. Il y aura juste qui ne veut pas de Pédox dans des livres avant. Pourquoi avoir le stéréotype antisémite. Et il y a là, si vous voulez aider Gaza, allez sur le site de l'UJFP, il y a la collecte et le lasso. En 4 jours, l'argent est à Gaza.